Merci beaucoup Alexandre et nous on rejoint sur ce plateau également. J'ai le plaisir d'accueillir Claude Maluret. Bonjour, vous êtes sénateur Les Indépendants de l'Allier. Vous êtes également le président du groupe Les Indépendants au Sénat. Également avec nous Olivier Paccaud, bonjour, sénateur Les Républicains de l'Oise. Claude Maluret, d'ailleurs tout à l'heure, vous avez été parmi les premiers à interpeller le gouvernement sur la réforme des retraites. Au cœur de votre interrogation, il y avait la question de l'équilibre du système. Est-ce que vous avez été rassuré par la réponse du Premier ministre ? C'est difficile de dire qu'on est rassuré ou pas rassuré, puisque tout va dépendre des discussions qui vont avoir lieu, notamment vendredi. C'est un jour capital, c'est un jour de vérité. La conférence de financement, voilà. Première. Depuis le début, Édouard Philippe, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut lui en rendre acte, lui en donner acte, insiste sur le fait qu'on ne sauvera pas le système, on ne le prolongera pas si on n'a pas un équilibre. J'entends parler de réforme systémique ou de réforme paramétrique. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très rhétorique. Le problème, c'est que l'équilibre doit être à long terme et l'équilibre doit être à court terme, paramétriquement et systémiquement. Par conséquent, je pense que cette querelle sur le systémique et le paramétrique... C'est vrai que la CFDT, on le sait, avec la question de l'âge pivot. Voilà, ce qui compte, moi, que ce soit l'âge pivot, que ce soit, comme dans tous les pays européens ou presque, l'augmentation de l'âge de la retraite, ou que ce soit la conférence de financement qui trouve d'autres idées, ça c'est des modalités. Je crois que ce qui compte essentiellement, c'est de dire c'est destiné à arriver à l'équilibre à court terme comme à long terme, parce que c'est la seule chance de survie ou la seule façon de faire survivre le système dans le temps. Olivier Paccaud, je vous donne la parole dans un instant, mais on va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard, salle des conférences, puisque Alexandre, vous êtes avec Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, et qui a d'ailleurs annoncé en début de semaine que le texte de la réforme des retraites avait bien été envoyé au Conseil d'État. Et oui, on va parler de cette méthode du gouvernement pour mener cette réforme des retraites. Effectivement, vous avez annoncé l'envoi du projet de loi écrit au Conseil d'État. On a l'impression que le gouvernement veut aller assez vite sur l'examen de ce texte au Parlement. Et dans un même temps, la discussion avec les partenaires sociaux et le gouvernement, elle prend du temps, elle n'est pas du tout aboutie. Il y a deux vitesses. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ? Non, mais je suis désolé d'avoir rappelé ce que sont les procédures. Quand vous avez la volonté de déposer un projet de loi au Conseil des ministres, vous devez le transmettre au Conseil d'État. C'est la logistique, pardonnez-moi de le dire, de base. Et je suis étonné que certains s'en étonnent. C'est à chaque fois que vous avez un texte, vous le transmettez au Conseil d'État, qui se saisit par ailleurs des autres organisations. Par exemple, ici, les caisses de retraite qui doivent se saisir et donner et émettre un avis. Par ailleurs, l'objectif, c'est d'avoir un projet de loi. Il y a un débat au Parlement qui va se saisir de la question, à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. À l'Assemblée nationale en février, au Sénat en avril, qui permettra de nourrir, d'améliorer, par la voie d'amendement, un certain nombre de dispositions qui seront aussi le fruit du dialogue que nous avons voulu construire avec les syndicats. Enfin, je veux dire, on est dans une méthode, on ne peut pas nous reprocher à la fois, il y a 6 ou 8 mois, de ne pas écouter, de ne pas vouloir dialoguer, et quand on dialogue, nous dire vous dialoguez, donc c'est pas prêt. Il y a un certain nombre de principes qui ont été posés par le Premier ministre et le Président de la République, l'universalité, le principe d'équité, le principe de responsabilité, et responsabilité égale comment on finance les choses. C'est ça ce que ça veut dire, la responsabilité. Parce que nous essayons de proposer des modifications de la loi et des réformes profondes qui soient financées. Sinon, ça n'est pas responsable quand ça n'est pas financé. Il y a des discussions avec les syndicats, il y aura des discussions avec les parlementaires, et c'est un travail sain, au fond, en démocratie. Mais comment vous expliquez que ces discussions avec les syndicats prennent autant de temps, alors qu'il y a déjà eu plus de 2 ans de travail sur cette réforme ? Mais pendant 2 ans, il y a eu un premier élément, c'était de faire le diagnostic de ce qu'étaient les 42 régimes, de ce qu'il y avait comme défaut, de ce qu'étaient les difficultés des uns et des autres, de regarder les mécanismes de transition qui pouvaient être mis en place. Il y a eu un travail exploratoire, un travail d'expertise, qui a produit le rapport que vous connaissez et qui a produit après les propositions que vous connaissez. Et une fois qu'il y a des propositions, on dialogue. On est dans un processus qui me paraît, pardon de le dire, normal. Et donc, après, qu'il y ait des dialogues avec les syndicats qui soient plus ou moins faciles, que les syndicats qui portent plutôt l'idée de cette réforme veuillent avoir des éclaircissements, soit sur un certain nombre de points en désaccord avec nous, c'est le débat démocratique. C'est très bien ainsi. Et donc, il ne faut pas s'étonner de tout ça. Alors justement, il y a une réunion avec les syndicats pour une future conférence de financement sur le régime des retraites. Est-ce que le gouvernement va mettre fin à cette mesure de l'âge pivot à 64 ans pour aller vers cette conférence ? Le Premier ministre, dans sa déclaration au Conseil économique et social et environnemental, a dit la chose suivante. Il a dit, comme nous sommes des êtres responsables, des responsables publics responsables, nous avons décidé de dire qu'il fallait donner les voies et moyens du financement. Et notre proposition s'est inscrite autour de la question de l'âge pivot. En gros, de dire qu'il faut travailler un peu plus longtemps, comme le font tous les pays
européens qui ont travaillé sur la question des retraites et de l'équilibre des retraites. Dans le même temps, le Premier ministre a dit, pour moi, et il nous semble que pour nous c'est la solution, mais si les partenaires sociaux sont capables de nous dire il y a d'autres solutions et d'autres voies envisageables, on regardera et on prendra. Bon, et donc, jusqu'alors, un certain nombre de partenaires sociaux disaient il n'y a pas la question du financement, on en parlera un autre jour. Moi, je suis assez content de voir qu'un certain nombre de partenaires sociaux que je juge comme responsables ont dit il y a un sujet de financement et donc nous proposons une conférence du financement. Mais la conférence du financement, ça n'est pas la solution, c'est le moyen. Et donc, l'âge pivot, c'est le moyen, l'outil qu'on propose pour clarifier la question du financement. Et encore faudra-t-il que la conférence du financement nous dise par quelles voies et moyens elle entend aboutir à l'équilibre du système. Très bien. C'est aussi simple que ça. Très bien. Merci beaucoup, Merci Marc Fesneau, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre-Olivier Pacaud. Est-ce que vous avez été convaincu par les explications à l'instant de Marc Fesneau, qui a notamment tenté de justifier la méthode du gouvernement et puis aussi cette porte ouverte à la conférence de financement? Je confesse que non, les choses étaient floues, elles restent floues, pour un problème qui est à la fois complexe, mais très simple. Très simple parce qu'il y a des données qui sont démographiques et mathématiques que l'on ne peut pas nier. Complexe parce que quasiment chaque cas individuel, et pour chaque Français, c'est un cas particulier. Alors, avoir voulu lancer une réforme systémique me semble déjà une mauvaise idée. Sur le fond. Alors, rendre le système plus équitable, ok. Vouloir rehausser les plus basses pensions, qui peut être contre? Néanmoins, au fur et à mesure où on découvrait certaines particularités de la réforme, le mécontentement, la crainte n'a cessé d'augmenter au sein de la population. Alors, ça peut être parmi les fonctionnaires, notamment quand on leur a dit qu'ils allaient avoir leur carrière totale prise en compte pour le calcul, et non plus les 6 derniers mois. Ensuite, tout à l'heure, il y a eu c'était la première réponse du secrétaire d'État en charge des retraites concernant le simulateur. Alors ça valait son pesant d'or, en nous disant que, de toute façon, ce simulateur ne serait efficace que lorsque la loi serait votée. Alors, comment voulez-vous qu'une population accepte quelque chose qui est, non pas clair-obscur, mais c'est d'un flou, non pas artistique, mais d'un flou politique total? Erreur de méthode. Et la dernière des choses quand même, ce qui me semble le plus gênant, ce sont les contradictions entre les messages présidentiels, Rodez, qui a été recité à plusieurs reprises, le Premier ministre, Jean-Paul Delevoye, on ne sait pas où on va, c'est très malsain, et le résultat, c'est qu'on est à 35 jours de grève, dont la légitimité, des fois, peut être sujette à caution, mais quand même, il y a un mécontentement, un malaise très profond dans le pays. Oui, un cafouillage en cascade, Total. nous explique Olivier Pacaud. Vous êtes d'accord avec Émilie Zapalski? C'est ce qui explique aussi que pour l'instant, même si le soutien de la population baisse un petit peu, il reste majoritairement pour être contre la réforme des retraites. Oui, moi je pense que je suis assez d'accord avec vous, c'est qu'il y a un contraste énorme entre le flou autour de ce projet de loi, de cette réforme, et la clarté du texte qui est envoyé au Conseil d'État. Donc c'est difficile de pouvoir se dire on a encore du mou pour négocier et se concerter, alors qu'il y a déjà un texte. Il y a un texte arrêté qu'on ne peut connaît être pas et qui est modulé envoyé. ou quoi, mais on sent bien que le gouvernement a envie d'aller très vite et de procéder. Moi, je pense, à l'inverse de ce que disait à l'instant, c'est qu'il y a trop d'objectifs dans cette réforme. Et l'un des objectifs n'avait pas été si clairement affiché au départ, celui de l'équilibre financier. Il a été relancé par Édouard Philippe. Il est clairement rejeté par les Français qui ne comprennent pas pourquoi on leur impose ça. Donc c'est l'âge pivot de reculer l'âge de la retraite et qui le rejettent. Les syndicats le rejettent. Il y a quand même d'autres solutions. Ce que vous dites, c'est démographique, c'est mathématiquement, on doit repousser. C'est pas ce que disent les syndicats et c'est pas ce que font les syndicats sur d'autres fonds comme Agir Carco. Ils arrivent à moduler, c'est évidemment, on va pas expliquer ça, c'est très compliqué entre la croissance, entre les cotisations, entre ce qui arrive. Il y a énormément d'éléments et c'est un travail, pas de magicien, mais en tout cas d'équilibriste et c'est possible de le faire. Simplement, il faut faire confiance aux syndicats. On a du mal à croire que cette fameuse conférence de financement n'est pas juste là pour faire un petit peu diversion et faire durer les choses pour qu'on oublie un petit peu les problématiques et que vraiment le gouvernement veut miser sur les syndicats et un travail collaboratif ou même les laisser prendre la main pour faire cette gouvernance et cet équilibre, y compris la gouvernance pour la valeur du point qui sera fixée après. Il faut bien une gouvernance. Donc il y a ces éléments-là, on a du mal à y voir clair sur la véritable volonté de travailler avec les syndicats. En tout cas, tout à l'heure, lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement, Édouard Philippe lorsque vous lui avez posé la question, Claude Malhuret, d'ailleurs, a à nouveau mis l'accent sur le fait qu'il voulait un système équilibré. On l'écoute et je vous fais réagir. Notre objectif, Monsieur le Président Malhuret, c'est de créer un système universel.
universel, équitable et responsable. Un système universel, c'est-à-dire que l'ensemble des Françaises et des Français, quelle que soit leur profession, leur métier, auront les mêmes droits et seront soumis aux mêmes contraintes. Et c'est un élément de justice et d'efficacité. C'est même un élément d'adaptation au monde tel qu'il se transforme. Car de plus en plus, les carrières professionnelles sont variées et diverses. Telle personne qui un jour est fonctionnaire devient salarié, puis ensuite indépendant. Nous savons que les carrières professionnelles sont hachées, nous savons qu'elles sont diverses. Un système universel, une réforme de justice sociale. C'est ce qu'a fait valoir le Premier ministre tout à l'heure. J'imagine, Pierre-Laurent, que cela ne vous a pas convaincu. Non, mais pas du tout, parce qu'on entend beaucoup de déclarations de principe, mais dès qu'on rentre dans le concret, on a autre chose. Bon, sur l'âge pivot, par exemple, c'est très clair maintenant. Marc Fesneau le dit de manière explicite. L'âge pivot figure en toutes lettres dans le projet de loi qui est transmis au Conseil d'État. Donc, on va nous demander de voter en mars au Parlement un projet de loi dans lequel figure l'âge pivot que tous les syndicats, sans aucune exception, refusent. Cela peut être amendé, changé par le Parlement. Et on va nous dire, mais il y aura plus tard une conférence de financement, et puis s'il y a des alternatives à ça, on verra. Mais pourquoi ne pas ouvrir maintenant le débat sur les alternatives, puisqu'il y a, contrairement à ce que dit le gouvernement, il y a des alternatives sur la table proposées par les différents syndicats, et c'est ce débat-là que le gouvernement refuse d'ouvrir, parce que là aussi, excusez-moi de le dire comme ça, Marc Fesneau fait beaucoup de baratin sur la méthode, mais depuis 2 ans, pourquoi est-ce qu'on arrive à une situation de blocage où aucun syndicat ne veut donner son aval au projet actuel? Parce que depuis 2 ans, toutes les propositions qui ont été mises sur la table ne sont pas écoutées par le gouvernement. Par exemple, sur les recettes, on nous parle du financement et on nous parle d'équilibre. Tout le monde veut l'équilibre du régime. Bien sûr, à commencer par les syndicats qui gèrent eux-mêmes ces régimes par répartition. Donc tout le monde veut l'équilibre, mais parlons recettes. Est-ce que l'objectif d'égalité salariale femmes-hommes, dont toutes les études montrent qu'il rapporterait 11 milliards d'euros de recettes s'il était appliqué, est-ce que ça fait partie des recettes qui sont comptées ou pas dans le projet de financement qui est sur la table? Qui aujourd'hui peut répondre à cette question? Est-ce que ça fait partie ou non de ce qu'on compte? On ne sait pas. Les exonérations de cotisations sociales, on nous dit qu'il y a un problème de recettes. Est-ce qu'elles sont efficaces pour créer de l'emploi qui générera des recettes? Il y a quand même un débat sur cette question. Il y a eu une grande enquête récemment sur le CICE, sur une grande chaîne de télévision, qui était quand même assez explicite sur l'inefficacité, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un certain nombre d'exonérations de cotisations sociales. Cette question est sur la table. Est-ce que le gouvernement est prêt à ouvrir le débat sur ça? Alors là, on nous dit, tous ces débats-là, on ne les aura pas. Il faut voter le projet de loi dont personne ne veut. Et puis ensuite, on verra le reste. En vérité, on verra rien du tout. On verra rien du tout. Ils appliqueront ce projet de loi. Et c'est cette méthode-là et le fond de ce qui est proposé qui est rejeté dans le pays. Le gouvernement peut choisir le passage en force. Mais s'il le fait, la crise sociale s'aggravera. Claude Maluret, est-ce un passage en force selon vous? Oui, je ne sais pas si c'est un passage en force. Moi, je ne suis pas au gouvernement et c'est lui qui est le Premier ministre qui a la manœuvre et le Président de la République. Donc ça, c'est leur problème. Mais j'écoute avec attention l'argument selon lequel il y a d'autres moyens d'assurer l'équilibre du système. Possibilités. Je vous écoute avec attention, mais je ne vous crois pas. Bien entendu, d'abord, vous nous dites les Français sont réticents, les Français sont contre, etc. Est-ce que vous avez déjà vu quiconque à qui on dit il va falloir travailler 1 an ou 2 de plus, être content? Oui, mais par contre, ils sont plutôt pour le régime universel, enfin l'universalité de la réforme. Ils sont globalement pour tout sauf l'âge pivot. Donc c'est quand même un signal aussi. Oui, je suis d'accord. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Peut-être que c'est aussi des étapes. Je pense que c'est une partie du problème. Parce que je veux bien qu'on soit les plus intelligents. On est toujours les plus intelligents. On a le meilleur système de retraite au monde. D'ailleurs, on se demande pourquoi les autres ne l'ont pas emprunté, s'il est le meilleur au monde. Mais enfin, on est les plus intelligents. Donc, on va trouver des solutions. Moi, je constate que toutes les grandes démocraties qui sont autour de nous, qui ont la même espérance de vie qui monte, qui ont le même problème de ratio entre les retraités et les actifs, ont toutes trouvé, qu'elles soient de droite, des gouvernements de droite, de gauche, ont toutes trouvé une seule solution, avec d'autres annexes, bien entendu. Mais une solution, c'est de travailler plus longtemps. Aujourd'hui, les seuls qui sont en train d'essayer de vouloir revenir en arrière, c'est les Italiens qui sont en 67, parce que Di Maio et le mouvement 5 étoiles fait de la démagogie et est en train de proposer 62, mais ils sont tous à 65 et à 67 jusqu'à présent pour l'Italie.
Je pense que dans ces conditions, quand c'est un argument, Bah, si toute l'Europe décide de renoncer au progrès social, alors on doit faire pareil. Oui, mais il se trouve que c'est pas, si comme on ça que ça se vous passe. avait suivi, on n'aurait jamais fait la sécurité sociale, on n'aurait jamais fait 45, mais bien on sûr n'aurait que jamais si, fait dans les aucun autres des pays, progrès qu'on mais a bien fait sûr, au tous plan les autres social. pays d'Europe ont la sécurité sociale, de Beveridge à Bismarck, etc. Et ils ont tous instauré la sécurité sociale, souvent avant nous. Donc, quand je compare aux autres pays d'Europe, je compare des choses qui sont comparables. Et en général, les solutions sont... Ne serait-ce que l'emploi en Allemagne, on ne peut pas dire qu'on a les mêmes emplois, et on a notamment au niveau des seniors. Donc c'est bien beau de vouloir reculer l'âge de la retraite, mais il faut aussi que les seniors soient souhaités en entreprise. Pour le moment, c'est pas le cas en France particulièrement. C'est du problème d'ailleurs. En Allemagne, le niveau des retraités, le niveau de vie des retraités n'est pas tout à fait le même, je pense, que le nôtre, qui est déjà alarmant parce qu'ils sont de plus en plus précaires, parce qu'il y a un sérieux problème de chômage entre 60 et 64 ans. On n'a pas tout à fait les mêmes... On ne peut pas se comparer tout le temps aux autres pays européens. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'on a une philosophie, un ADN en France. On a décidé de le garder. Là, on est en train de l'émietter et de se dire, bon, bah, finalement, on va s'aligner par rapport aux autres et c'est pas très grave. Votre proposition, je crois, du PC, c'est la retraite à 60 ans, non? C'est toujours la retraite à 60 ans. Vous pensez que c'est crédible? Mais vous savez vous pensez que les Français peuvent vous croire quand vous proposez ça? Qui arrive à l'âge de la retraite actuelle en travaillant? Vous connaissez le chiffre? Non, je ne connais pas le chiffre. Il y a une proportion très importante de la population qui n'est plus au travail depuis déjà plusieurs années quand elle arrive à la retraite. Oui, bien sûr. Et notamment tous les régimes spéciaux, et notamment les handicapés. Donc l'idée de ne pas continuer à repousser l'âge de la retraite en mettant en situation de précarité de plus en plus de salariés dans cette période qui va entre 55 ans et 64 ans n'est pas une idée saugrenue, comme vous avez l'air de le dire. C'est une idée qui, au contraire, mériterait... D'ailleurs, à tel point, c'est une idée sérieuse que le gouvernement a été obligé de dire que la question de l'emploi des seniors devait être un des sujets de la négociation. Mais le problème, c'est que cette négociation, elle n'aura pas lieu avant l'écriture du projet de loi. Et c'est vrai sur tous les sujets, on les prend un par un. En vérité, au lieu d'ouvrir le débat et la négociation avec des alternatives possibles, le gouvernement a bouclé en vérité le projet de loi dans les faits avant cette discussion. Olivier Paccaud, un dernier mot, puis on va passer à un autre sujet. Oui, alors effectivement, il y a quand même une évolution dans le débat sur les retraites actuellement, c'est que désormais il se polarise sur la question de l'équilibre financier. Et c'était la moindre des choses quand même. Et la première erreur du gouvernement, à mon avis, c'est de n'être pas parti sur la nécessité d'équilibrer ce système. Alors, on a des analyses différentes. Pierre Laurent pense qu'effectivement, on peut l'équilibrer en allant chercher d'autres sources de financement. Je ne suis pas forcément sur cette ligne-là. Moi, je pense que, comme l'a dit Claude Malhuret, il faudra travailler un petit peu plus, mais pas forcément en se basant sur un âge pivot. Il y a d'autres critères, alors en nombre de trimestres ou autres. Toujours est-il que on a eu à travers la méthode du gouvernement un bon résumé du fait que le coup de baguette magique du Nouveau Monde qui croyait qu'on pouvait faire table rase du passé, de tout ce qui existait, ça ne marche pas du tout. Et ce qui m'a frappé, je termine là-dessus, dans une des déclarations du Premier ministre tout à l'heure, c'est qu'il nous a dit que notre système actuel était un des meilleurs du monde. Alors pourquoi vouloir le changer? C'est bourré de paradoxes, de contradictions. Ce sera donc le mot de la fin sur ce thème. On va passer à un deuxième sujet qui a également marqué les questions d'actualité au gouvernement et rejoindre Alexandre Poussard. Vous êtes avec Ronan Le Gleut, sénateur Les Républicains, pour parler de la montée de tension entre l'Iran et les États-Unis. Et oui, Ronan Le Gleut, dans un quart d'heure, le président américain Donald Trump va faire une conférence de presse pour répondre à l'attaque iranienne des bases américaines en Irak. Qu'est-ce que vous attendez du président américain ? J'attends tout d'abord qu'ils nous disent précisément ce qu'il s'est passé, puisqu'ils vont tirer un bilan de la situation, de nous dire précisément quelles ont été les zones ciblées et quel a été leur impact précis. Et puis d'autre part, j'attends du président Trump qu'il nous dise sa vision à long terme. Parce qu'on voit bien dans sa diplomatie en dents de scie qu'il est difficile de comprendre quelle est la vision à long terme. On voit une vision à court terme, des réactions qui s'enchaînent. Il est plus difficile de voir où il veut vraiment en venir sur le long terme. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump est responsable de cette escalade de violence avec l'Iran qui dure depuis quelques années ? Non, je ne partage pas cette opinion parce qu'il faut revenir à la base du problème. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est la désescalade et c'est surtout la non-prolifération nucléaire. Il ne faut pas que l'Iran se dote
de l'arme nucléaire. Et c'est ça le point de départ. Et donc il y a cet accord qu'on appelle JCPOA, signé à Vienne en 2015, et qui avait cet objectif, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Il ne faut pas oublier le point de départ. Voilà. Et cet objectif-là, qui est partagé par la France, bien évidemment, mais qui est aussi l'objectif du président Trump, est un objectif qu'il faut maintenir. Et alors, vous parliez de cette diplomatie américaine en dents de scie. Est-ce que la France doit prendre ses distances vis-à-vis de son allié américain qui déstabilise le Moyen-Orient ? Alors, la France est membre permanent à part entière de l'OTAN, et à ce titre-là, nous sommes les alliés des Américains. Et puis, rappelons quand même que la question fondamentale pour la France, c'est la lutte, la guerre contre l'islamisme radical, contre le terrorisme islamiste. Les attentats du Bataclan ont été coordonnés, organisés depuis Raqqa en Syrie. Et c'est une coalition internationale dont la France faisait partie, avec des pilotes de Rafale qui partaient de Jordanie, de la base aérienne projetée en Jordanie. Je m'y suis rendu. J'ai discuté avec nos chasseurs, nos militaires sur place en Jordanie, et dans une coalition internationale avec les Américains. Et nous avons, les États-Unis, nous et nos partenaires de cette coalition internationale, fait tomber la capitale de l'État islamique à Raqqa, qui est une grande victoire, puisque c'est de là, comme je le disais, que sont partis organiser les attentats du Bataclan. Donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit notre démarche et notre présence militaire en Jordanie, en Irak, en Syrie. Très bien, donc il faut conserver notre alliance avec les États-Unis pour conserver cette coalition internationale. Merci beaucoup, Ronan Le Gleut, pour votre réaction. De sécurité qui préside à la position actuelle de la France. Pierre-Laurent, vous avez interrogé tout à l'heure le gouvernement sur la situation et sur la montée de tension entre l'Iran et les États-Unis. Que pensez-vous de la position de la France qui effectivement est dans une position compliquée? Elle ne peut pas dénoncer son allié et elle appelle en même temps à la désescalade de la tension. Je n'ai pas été du tout rassuré et satisfait de la réponse de la ministre, qui dit deux choses totalement contradictoires. Parce que si on veut la désescalade, il faut cesser de tenir des propos qui soient des propos indulgents à l'égard de ce qu'a fait Donald Trump. Parce que l'attaque, l'assassinat ciblé de Soleimani, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour comprendre que c'est l'engrenage de la guerre qui est décidé avec cette mesure-là. Comme l'avait été précédemment la dénonciation par les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, enfin le retrait des États-Unis de cet accord. Donc on est dans un engrenage extrêmement dangereux. On a aujourd'hui une escalade, évidemment, dans laquelle l'Iran s'engouffre, qui est extrêmement inquiétante, avec un résultat en plus au passage qui est quand même un comble, c'est qu'on renforce le soutien populaire à un régime autoritaire en Iran, alors même qu'il y avait en Irak, en Iran, au Liban, des mouvements de protestation populaire qui étaient prometteurs, intéressants. Là, on les relègue au second plan et on va vers une escalade dangereuse. Donc moi, je crois que la France doit reprendre très vite son autonomie politique, sa capacité d'initiative indépendante. Et je ne sens pas du tout cela dans ce que j'ai entendu du discours tout à l'heure. Parce qu'on nous explique, la ministre nous a expliqué qu'on était solidaire, mais on n'était pas solidaire. On était solidaire de ça, mais on n'était pas solidaire de ça. Ça n'a pas de sens. On voit bien que les Américains sont en train de changer d'objectif dans la région. Oui. Et nous sommes entraînés là-dedans si nous continuons à ne pas vouloir prendre nos distances. Claude Malhuret, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la France doit prendre une position plus franche quand on le voit? Ce qui est en jeu, c'est aussi la lutte contre Daesh, c'est aussi l'accord sur le nucléaire iranien, sont des enjeux sécuritaires majeurs mondiaux. Oui, je pense que l'urgence n'est pas tellement celle de l'autonomie. L'urgence est celle d'essayer de contribuer à la désescalade. Je crois que tout le monde... Deuxièmement, jusqu'à preuve du contraire, vous le disiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, la France est dans l'OTAN, nous avons des alliés. Les alliés, c'est pas toujours facile. Winston Churchill disait il n'y a qu'une chose pire que de combattre avec des alliés, c'est de combattre sans eux. On a des alliés.
Et M. Trump, jusqu'à preuve du contraire, les États-Unis sont des alliés, il est impulsif, il n'a pas de stratégie, ou il en a peut-être une en tout cas qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, qui peut être dangereuse aussi quand on voit aussi les effets contre-productifs de l'assassinat de Soleimani. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont quand même des alliés. Et franchement, à choisir, si j'ai à choisir entre les États-Unis et l'Iran demain, mon choix, et à mon avis le choix de la plupart des Européens, va être vite fait. Il faut quand même rappeler, et je ne dis pas ça pour justifier l'acte de Trump, je suis d'accord avec tout le monde pour dire que c'est impulsif, que c'est dangereux, etc. Mais il faut quand même rappeler que l'Iran est quand même le pays terroriste international depuis 1978, qui a fait des milliers et des milliers de victimes, que M. Soleimani a sur les mains des centaines de milliers de victimes en Irak, en Syrie, au Liban et ailleurs, et que par conséquent, il ne faut pas non plus dire et que les États-Unis ont réagi à l'attaque de leur ambassade et de différentes bases. Ça fait quand même beaucoup de choses. Que l'Iran a juré la destruction d'Israël, c'est le seul pays musulman aujourd'hui qui continue avec obsession et qui se dote d'un programme nucléaire qui essaye justement pour arriver à ses fins. Ça fait quand même beaucoup de choses. Je note enfin qu'en définitive, depuis 3 jours, tout le monde panique un petit peu, mais que la riposte, on va voir ce que dit Trump tout à l'heure, mais que la riposte iranienne est en définitive assez mesurée, et que les Iraniens sont peut-être en train de s'apercevoir, d'une part qu'ils risquent gros, et d'autre part qu'ils ont chez eux une contestation qu'ils ont noyée dans le sang, mais qui pourrait bien repartir une fois qu'ils auront oublié les frappes des Américains. Olivier Pacot, effectivement, l'Iran a fait valoir que c'était des représailles modérées qui étaient proportionnées en tout cas à l'attaque qu'ils avaient reçue. Alors, je pense quand même que, vu de France, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas d'un côté, soi-disant, le faucon américain et de l'autre, la colombe iranienne. C'est pas du tout ça. Et que M. Soleimani, effectivement, c'était pas le Mahatma Gandhi ou le Dalai Lama. Je suis tout à fait d'accord avec Claude Maluret. Donc, il faut qu'il y ait une désescalade, c'est évident. Et les tweets épidermiques du président américain ne contribuent certainement pas à la sérénité du débat, c'est la moindre des choses. Néanmoins, et là peut-être que mes propos, je vais tenter de les mesurer, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a souligné Claude Maluret, à savoir que l'Iran, et ces derniers jours, on a encore entendu des appels à la destruction d'Israël, on parle du grand Satan américain, alors que ce sont 2 démocraties qui sont parmi nos alliés et qui restent sur bien des points des modèles dans le monde. Et la frappe préventive, elle peut être utile. Elle peut être utile dans la diplomatie. Si en 1936, moi je vais vous donner des exemples très clairs. Le vieil agrégé d'histoire que je suis vous dit que si en 1936, lorsqu'Hitler a remilitarisé la Rhénanie, si à ce moment-là, les gouvernements français et anglais étaient intervenus, peut-être qu'on n'aurait pas eu plus qu'une escalade après. Il faut savoir des fois frapper. D'accord. On va passer à un dernier thème pour conclure cette émission, parce qu'il y a eu aussi une actualité forte cet après-midi. C'était la conférence de presse de Carlos Ghosn depuis Beyrouth. Le récit d'Alizé Janvier, puis vos réactions juste après. Une prise de parole très attendue et millimétrée. Carlos Ghosn avait prévenu, pas un mot sur les conditions de sa fuite rocambolesque depuis le Japon. Devant 150 journalistes, l'ancien PDG a d'abord voulu raconter sa version de l'affaire et clamer son innocence. Je suis ici pour laver mon honneur et pour dire clairement une chose qui a été interprétée comme une hérésie dans le système judiciaire japonais. Ces accusations sont fausses et je n'aurais jamais dû être arrêté en premier lieu. Conférence de presse fleuve pour dénoncer ces conditions de détention. Je n'ai pas échappé à la justice. J'ai fui l'injustice et la persécution politique, ayant enduré plus de 400 jours de traitement inhumain dans un système conçu pour me briser et ne voulant pas me donner un minimum de justice. Je n'ai eu d'autre choix que de me protéger et de protéger ma famille. Ce fut une décision difficile et un risque que l'on ne prend que lorsqu'on est résigné à l'impossibilité d'un procès équitable. 1 heure de discours pendant laquelle le PDG a voulu régler ses comptes avec Nissan, citant des noms, montrant des documents visant à prouver qu'il a été la victime d'un complot ourdi par le constructeur japonais. Au Japon, Carlos Ghosn fait l'objet de plusieurs inculpations pour abus de confiance et non-déclaration de revenus.
Votre analyse, Émilie Zapelski, sur cette riposte de Carlos Ghosn, riposte de communication, où il a dit notamment « Je n'ai pas fui la justice, j'ai échappé à l'injustice et la persécution ». On passe du fugitif à la victime, clairement. Donc c'est quelqu'un de très combatif qui veut faire passer cette image de fuite. Il n'en a pas du tout parlé pour cause, puisqu'il a travaillé quand même cette fuite de manière assez spéciale avec des malfrats. Donc on voit bien que c'est une bataille d'image pour relever la tête, blanchir son image, comme il l'a dit. On a du mal quand même à comprendre. Enfin, je pense que c'est difficile cet argument, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé quand même au Japon, donc qui a respecté, qui a fait des affaires et qui ne respecte pas la loi là-bas. Alors c'est quand même un pays démocratique, même s'il y a probablement des excès et que c'est pas du tout la même justice que la nôtre, puisqu'elle repose pas sur le soupçon d'innocence, enfin l'innocence, la présomption d'innocence. Donc c'est différent, mais c'est quand même une fuite, c'est quand même, mais probablement ça va fonctionner parce que le procès va s'attarder et on aura probablement plutôt cette image-là de victime que l'image du fugitif. Pierre-Laurent, votre avis sur cette contre-offensive du patron de Nissan? Je n'ai pas écouté la conférence de presse de Carlos Ghosn. Je ne vais pas commenter sa conférence de presse. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, ce qu'on aimerait d'abord comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé au départ. Pour qu'un homme qui travaille à la tête de Renault-Nissan se retrouve dans cette situation, il s'est quand même passé des choses. Pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y voit pas clair sur ce qui s'est passé. Ensuite, sur toute la partie rocambolesque de ces derniers jours, ce qui est frappant d'abord, c'est que ce qui se passe, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ah non, 20 millions d'euros, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, dans des conditions qu'on connaît pas encore totalement, mais enfin, il faut quand même un peu de moyens pour arriver à faire ça. Et puis là, au Liban, il a l'air de pouvoir parler devant beaucoup de monde, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui, dans le monde, ont affaire à la justice, qui aimeraient pouvoir se défendre, entre guillemets, aussi mal que ça, quoi. Donc voilà, maintenant, ce qu'on aimerait comprendre, c'est à quoi s'est livré Carlos Ghosn quand il était à la tête de Renault-Nissan pour en arriver là. Olivier Paccaud, rapidement. Moi, je serais très bref. C'est une histoire abracadabrantesque et ça fera, je pense, dans quelques années, l'objet d'un scénario d'un film formidable. Ni plus ni moins. Claude Maluret, le mot de la fin. J'allais dire à peu près la même chose. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde. Vous avez votre réponse. Je pense qu'il faudra des années pour qu'on arrive à savoir, on le saura un jour, mais qu'on arrive à savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Carlos Ghosn et Nissan, entre Nissan et le gouvernement japonais, entre Carlos Ghosn et le gouvernement japonais, comment il a organisé sa fuite. Il faudra des années et des années, et pendant toutes ces années, on va avoir une très bonne série Netflix, grâce à vous et à toutes les chaînes d'information. Voilà, le début d'un bon scénario de film, donc cette contre-offensive médiatique de Carlos Ghosn. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce premier débrief de 2020. Des questions d'actualité au gouvernement. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat. Pas du tout, je suis...